Bonjour à tous. Une loi portant reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants et une autre fixant la fête nationale des religions traditionnelles. Ce sont là des textes majeurs adoptés par la représentation nationale au cours de la deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2023-2024 à l'Assemblée nationale. Des lois pour quelles utilités et contributions au développement du Bénin? Les Béninois ne se plaisaient-ils pas à célébrer le 10 janvier en l'état? Sinon, de l'autre côté, des incidences politiques ne sont-elles pas à craindre dans l'avenir avec cette marche de franchie dans l'acquisition de la nationalité béninoise accordée aux enfants d'Afrique revendiquant leur origine ici? Il faut en parler et c'est ce que nous allons faire ce dimanche avec Meksan Diego. Il est député à l'Assemblée nationale, élu de la 5e circonscription électorale. Bonjour cher invité. Bonjour. Nous, vous vous en doutez, mesdames et messieurs, on parle aussi tournée gouvernementale, de reddition de comptes, décrispation d'attention Bénin, Niger, mais également employabilité des jeunes, puisque notre invité est ancien directeur général de l'ANPE. Je suis, comme tous les dimanches, avec Franck Aounou. Bonjour Franck. Bonjour William, chers téléspectateurs, bonjour. Meksan Diego, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Meksan Diego, député à l'Assemblée nationale. Comme tous les Béninois, vous avez suivi la brûlante actualité de ces dernières heures. Je veux parler de l'interpellation de Steve Amoussou, connu sous le nom de Frère Onvi. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Qu'est-ce que vous en savez à la date d'aujourd'hui? Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de saluer vos téléspectateurs et aussi de vous saluer et de saluer tous vos prédécesseurs qui ont passé la flamme, parce que cette émission, vous l'animez et vous l'animez aussi bien que vos prédécesseurs que j'ai l'honneur de connaître. J'ai quelques-uns pas mieux, comme des amis, l'ont animé. Alors, vous avez parlé d'actualité brûlante. D'ailleurs, vous avez parlé d'interpellation. Ben oui, il y a plusieurs thèmes qui... Voilà, kidnapping, rap et tout. Enlèvement. Voilà, j'utilise le vôtre, interpellation. Oui, moi aussi, je l'ai appris à travers les réseaux sociaux. Et je me dis, c'est un événement auquel il faut attacher toute l'attention qu'il faut. Vous savez, le frère Onvi, nous l'avons tous écouté dans ses chroniques. Et il faut reconnaître que dans le genre, il était assez direct, pour ne pas dire dur, avec le gouvernement. C'est un choix qu'il a fait. Moi, je vous répondrai à deux niveaux. D'abord, premier niveau, je dirais que je réponds au conditionnel. Parce que j'ai lu aussi qui sera présenté au président, au procureur spécial, et j'attends la déclaration officielle pour me prononcer véritablement là-dessus. Mais deuxièmement, je dirais que c'est un événement qu'on a déjà vécu sur d'autres territoires. Vous vous souvenez de Chris Yapi, le fameux Chris Yapi de la Côte d'Ivoire, qui dit toujours la vérité. Bon, il a disparu un tout petit peu. Et qui était tout aussi direct et aussi teigneux avec le gouvernement ivoirien. Il y a un autre même qui a pris le nom de Steve Biko, le résistant de l'Afrique du Sud. Bon, lui, il a pris, pareil que lui, on l'a arrêté, on l'a pris en Mauritanie, on l'a ramené en Côte d'Ivoire. C'est dit que ces événements, ceux qui s'y livrent doivent savoir qu'ils prennent des risques. Les moyens que l'État utilise, un État qui va sur un territoire étranger faire des choses comme ça, si tant est que, et là je relativise, c'est le Bénin avec ses autorités qui étaient commanditaires de cette mission commando. Je vous laisse vos mots, chers journalistes, et je dirais que jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore la précision. Nous sommes en train de parler d'informations que nous avons eues sur les réseaux sociaux. J'ajouterai même à ces informations des vidéos qu'on a vues, des déclarations de personnalités qui apparemment étaient au cœur de ce scénario. Ils ont apporté des précisions dignes d'un film d'espionnage. C'est pour cela que moi je dis j'attends. Mais qu'à cela ne tienne, si je prends sur moi le droit de dire, de critiquer un gouvernement, si je prends sur moi le droit de poser des actes
Si ces actes, en tout temps, étaient qualifiés de répréhensibles, eh bien, j'ai le devoir d'assumer. Donc, attendons encore. Tous les moyens sont bons pour m'avoir si je me mets dans cette posture. Et je vous répondais à nouveau, cher ami, que je garde mon silence, je parle au conditionnel et j'attends, si tant qu'il a vraiment été arrêté et qu'il sera présenté au procureur spécial, j'attends la déclaration du procureur pour me prononcer définitivement. Mais je vous garantis que je serai heureux de revenir ici pour en discuter avec vous. Avant de refermer le chapitre, vous gardez beaucoup trop de proportions en abordant le sujet. On a dit qu'il y a des hauts placés au niveau du régime qui lui fileraient des informations. Dans votre rang actuellement, comment est-ce que ça se vit? On s'appelle, on se fouille un peu. C'est dérangeant, non? D'entendre qu'il y a des gens très proches qui filent des informations à un activiste opposant. Aussi bien pour l'activiste, un cyberactiviste, que d'autres qui le renseigneraient, chacun choisit de jouer ce rôle. Il ne me reviendrait pas à moi d'être dans un système et de l'intérieur détruire le système. Ça pose un problème, non? Ça pose un problème, mais c'est un problème humain. Il ne s'agit pas seulement du régime de Patrice Talon, il ne s'agit pas seulement de la politique, il s'agit de partout. Mais ce n'est pas nouveau, mec. San Diego, par le passé, sous Boni Yahi, des gens ont fait ça au profit de gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ce n'est pas tout nouveau, ce phénomène, que de l'intérieur d'un système, on nourrisse la dissension, on nourrisse les voix discordantes. J'ai commencé par vous donner des exemples au-delà du Bénin. Et qu'il va de la vie comme ça. Maintenant, l'individu, la personne qui fait ce choix doit l'assumer. On dit chez nous, quand tu prends la calebasse et la porcelaine, tu sais ce qui est plus lourd pour toi. Qu'est-ce que vous auriez souhaité pour la suite de cette affaire, par exemple? Je me réjouis déjà, et là encore, je parle au conditionnel, des informations... Rien que du conditionnel. Et vous me voyez à l'aise de le faire comme ça. Parce que vous non plus, vous n'avez pas pu être précis. Alors, je parle au conditionnel en disant ceci. J'ai lu aussi qu'une batterie de précautions, qu'un groupe important un parti d'opposition, des avocats, justement, je voudrais insister sur les avocats, sont à sa disposition. Ça me rassure qu'ils soient défendus et que, suivant les règles établies, suivant la loi, s'il doit être jugé, qu'il le soit, et suivant la loi. Et c'est vous croyez en notre justice, la justice de la criette des 20 ans? Vous y croyez? 20 ans, c'est-à-dire? La justice qui condamne souvent à 20 ans. Ah, ok. C'est ce qui est dit dans l'opinion. Vous y croyez? Je ne vous vous attends pas non pas à l'affirmative, mais je vous fais la question. Non, je crois en ce que la justice de mon pays saura faire la part des choses et que le frère Onvi, puisqu'il convient de l'appeler comme ça, sera jugé de manière équitable. Voilà. Nous allons évoluer dans le débat. On parle un peu de l'Assemblée nationale. On a remarqué que les députés ont été assez laborieux ces derniers mois. Beaucoup de lois ont été votées, ainsi de suite. Parlez-nous un peu de comment les travaux se sont déroulés dernièrement là-bas. Si je dois vous parler des dernières sessions, d'ailleurs la plénière de la session extraordinaire, nous avons voté 2 lois. L'une accordant la reconnaissance de la nationalité aux afro-descendants et l'autre fixant la période de célébration de la fête des religions traditionnelles. Dans le fond, pourquoi avoir... Parlons d'abord des afro-descendants. On a écouté Patrice Talon au Brésil. On connaît son amour pour le tourisme et les investissements qui se font. Mais faisons le débat de fond. Comment est-ce que le projet de loi vous a convaincu? Le ministre de la Justice, que vous a-t-il dit pour vous convaincre de ce qu'il faut reconnaître? Et ça, c'est un concept nouveau. Ce n'est pas encore la naturalisation. Reconnaître la nationalité béninoise à des gens qui, de très loin, ne sont peut-être pas nés ici ou ne remplissent pas les conditions pour acquérir tout de suite la nationalité. Je ne pense pas que sur toutes les lois, qu'il faille que le ministre de la Justice en vienne à nous convaincre. Nous sommes des citoyens et beaucoup d'entre nous auraient pu être à d'autres postes et prendre des décisions. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quant à cette loi, je voudrais saluer la cohérence dans la décision du gouvernement béninois. Parce qu'il ne vous a pas échappé, vous l'avez dit, que c'est une reconnaissance
hein, on reconnaît à quelqu'un ce qu'il ne pouvait qu'être à lui. Vous savez, il y a auprès de l'afro-descendant, ce n'est pas une envie, ce n'est pas une volonté de revenir en Afrique, notamment au Bénin, et pourquoi pas à Ouida. C'est un besoin. Si vous les rencontrez, vous le sentez, c'est un besoin. Et cette réalité mémorielle est en face d'une stratégie de développement touristique. Vous voyez, le culturel et le cultuel, surtout le mémoriel, est en face d'une stratégie de développement touristique. Et c'est là que je salue la cohérence. Nos frères afro-descendants, et je peux vous donner des exemples, ont cette envie, ce besoin de rentrer chez eux. Et certains ont même demandé cette nationalité-là. Leur reconnaître la nationalité, c'est leur dire, vous êtes des nôtres, vous n'avez jamais été que des nôtres. Je vous donne un exemple. En Martinique, il y a une commune qui s'appelle les Anses d'Arlay et qui est en partenariat avec la commune de Ouida. Nous avons été là-bas dans une délégation conduite par Christian Ouitchenou, le maire de Ouida. À l'époque, j'étais président de la commission coopération. Il y a une stratégie là-bas, il y a une volonté de bâtir la porte du retour, en face de la porte du non-retour. Ils n'aiment pas l'expression porte du non-retour. Et on a fait une commission mixte, un comité mixte, composé de spécialistes, d'historiens, d'architectes, des deux côtés, et qui est en train de réfléchir pour bâtir la porte du retour. En face de la porte du non-retour, ils insistent. Deuxième exemple, c'est le maire de Fort-de-France qui nous a reçus, M. Didier Laguerre, qui nous a offert des passeports. Il dit, nous voulons des passeports. Et en termes de passeports, il nous a offert un document composé ou contenant des photos et des citations assez percutantes de Aimé Césaire, mais emballé sous forme de passeport. Il dit, nous voulons... Il a un passeport français, mais il désire un passeport africain. Donc il y a cette volonté et on ne peut pas négliger. Une fois à Ouida, on fêtait la journée d'abolition de l'esclavage et une délégation martiniquaise ou guadeloupéenne, je ne me souviens plus, était là. Et l'impresario a eu, on va dire, le malheur de dire, j'invite le chef de la délégation étrangère, ou le chef de, la délégation étrangère, mais il a passé un mauvais quart d'heure parce que la personne qui devait prendre la parole n'a pas accepté qu'on qualifie sa délégation d'étrangère. Il dit, ou c'était une dame, elle dit, là-bas on nous traite d'étrangers, on n'est pas à l'aise si on vient chez nous. J'insiste sur le chez nous. Et si vous nous traitez d'étrangers à nouveau, ça pose problème. Donc je voudrais vous dire que tout cet ensemble a un contenu et ce contenu, on doit le valoriser. Valoriser en faisant cette reconnaissance de la nationalité. Parlons de contenu. Que dit exactement la loi? Et la loi dit en deux mots que tous ceux qui ont une ascendance liée à la tête négrière ou à l'esclavage peuvent réclamer, s'ils le souhaitent, cette reconnaissance de la nationalité béninoise. Mais il y a des conditions dont vous devez faire quelques mois ou des années. Quelles sont les conditions que pose la loi? La particularité de cette loi, c'est qu'il faut juste demander. Si vous répondez aux critères, on a même parlé de test d'ADN si c'est nécessaire, si vous pouvez le prouver. Mais l'ascendance, la démonstration de l'ascendance à elle seule suffit. Comment? Pour dire que je suis descendant d'un afro-descendant, ça se prouve. Si je suis tel nom et que mon grand-père, sur 2 générations même on a demandé. Donc si vous pouvez faire vous pouvez, si vous étiez dans le cas, vous pouvez démontrer que vous êtes descendant d'un enfant d'esclave ou d'un petit-fils d'esclave. Vous savez, beaucoup ont eu la nationalité, et là je parle de la nationalité française, rien qu'en démontrant que leurs arrière-grands-parents étaient ce qu'on appelle le tirailleur sénégalais. Voilà, donc c'est le même processus qui vous permet de donner la preuve que vous méritez, vous êtes dans le schéma. Ce n'est pas aussi fermé que ce qu'on fait en France.
parce que c'est une reconnaissance de nationalité. Du point de vue mémoriel, culturel, c'est une évidence que c'est justice qui est faite. Mais entre-temps... je vous en donne acte. Non, c'est peut-être mon analyse de préparation de questions. Mais du point de vue politique, on ne peut manquer de l'analyser. Entre-temps, quand l'esclavage battait son plein, je ne sais pas, 17e, 18e, même 19e siècle, l'État moderne naissait. Aujourd'hui, ces messieurs, ces gens, ces dames, ils sont nés en territoire étranger, ils ont des nationalités, leurs parents ont concouru au développement d'autres terres. Ils ont certes cette soif de se reconnaître béninois, mais entre-temps, politiquement, le pas après la reconnaissance, c'est peut-être la naturalisation, et ça a des incidences politiques. Vous n'y avez pas pensé? Totalement. Et on n'a pas besoin d'être afro-descendant avant de demander la nationalité béninoise. Demander la nationalité béninoise obéit à un certain nombre de règles. Et ici, on a parlé de reconnaissance de cette nationalité. La reconnaissance de cette nationalité est un pas. Avoir la nationalité béninoise de plein droit est un autre pas. C'est cette nationalité qui peut avoir les incidences politiques et administratives et pourquoi pas liées à la recherche d'emploi, etc., etc. Ils ne sont pas empêchés de le faire. Ils viennent donc concurrencer leurs autres frères qui, peut-être, par incompréhension de l'histoire ou tout légitimement, ceux qui sont restés au pays, tout légitimement pourraient nourrir peut-être quelques rivalités avec, vous connaissez le discours chez nous en politique, quand on n'est pas né ici, on n'a pas grandi ici. Soyez plus précis, j'ai pas compris. Quand on n'est pas né ici, quand on n'a pas grandi ici, vous entendez dire lui il est Yovo, il est. Est-ce que politiquement il n'y a pas des incidences? Je ne vois pas dans le cas spécifique de ces afro-descendants. D'ailleurs, un afro-descendant qui a envie de rentrer au pays, ce n'est pas le premier qui va se pointer à l'NPE, on est d'accord. Il a certainement des ressources pour entrer et vivre. C'est une présomption. Oui, mais vous n'avez pas d'éléments contraires. Cela dit, je reviens sur votre préoccupation, qui est celle que, qu'on soit, qu'il y ait des afro-descendants ou pas, le marché, la réalité politique ou le marché de l'emploi reste le même. Et j'insiste sur le fait que, qu'on soit afro-descendant ou pas, on a le droit, en respectant les règles fixées par la loi, de demander la nationalité béninoise. L'afro-descendant, c'est une reconnaissance qu'il a, une attestation avec un passeport, mais ce n'est pas encore la nationalité béninoise de plein droit. Vous avez dit dans vos développements que la loi vise également, disons, à des visées touristiques. Forcément. De quoi s'agit-il? Il s'agit de développer le tourisme. Vous savez, il y a eu de gros investissements, des investissements structurants, notamment à Ouida, à Porto Novo, à Neki, pour renforcer notre capacité à développer notre tourisme, qu'il soit balnéaire, qu'il soit culturel, que ce soit basé sur le vaudou et l'afro-descendance, ou tendre la main à nos frères des Caraïbes, de la Martinique, de Guadeloupe, et qui ont ce besoin de venir chez nous, est une opportunité à saisir. Le président de la République a même dit qu'on peut mettre en place des lignes. Parce qu'aujourd'hui, pour aller en Martinique, vous passez par Paris et vous faites près de 18 heures de vol, alors qu'il aurait fallu peut-être 6 heures de vol pour aller en Martinique. Voilà des réalités économiques dont on doit tenir compte, parce que si nous ne structurons pas tout ce que nous avons comme richesse, volonté et principe de vie, si nous n'y mettons pas un peu d'économie, nous n'allons pas avoir la chaîne de valeur qu'il faut pour pouvoir faire vivre ça de manière pérenne. La preuve aujourd'hui à Ouida, quand les afro-descendants arrivent, mais ils investissent dans la ville, que ce soit dans l'hôtellerie, dans la restauration, et on a des chiffres pour ça. Donc, c'est un levier de développement du tourisme aussi, en dehors du fait que c'est une justice qui est faite à ces gens-là. Le président Patrice Talon est resté logique. Qui vous souvienne qu'il a été en Martinique, il a dit qu'on va cesser de pleurnicher sur l'esclavage, sur qui est responsable de quoi, et qu'il faut vivre avec la réalité d'aujourd'hui et s'adapter. Prendre les afro-descendants et leur offrir la possibilité de leur reconnaître la nationalité béninoise est une des dispositions que je trouve pertinentes et dans ce sens.
Vous trouvez, enfin sur le plan comportemental, pour avoir vécu là où ils sont actuellement, ces afro-descendants n'ont pas toujours les mêmes comportements que nous ici. Comment ça va se faire, l'arrimage avec les réalités sur place qui n'ont pas, enfin, auxquelles ils n'étaient pas habitués pendant plusieurs années? Il vous est arrivé, vous aussi, d'aller en voyage touristique. Il vous est arrivé de voyager dans d'autres pays. Il vous est arrivé d'aller faire des études ailleurs. Il n'y a rien de particulier, à part le fait qu'on leur facilite l'accès. C'est des gens qui ont déjà pris l'habitude de venir dans notre pays. Et ils ont même demandé, moi j'ai l'un d'entre eux, et qui dit qu'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils veulent. Eux, ils voulaient d'emblée déjà une nationalité de plein droit. C'est osé. Et je lui ai dit, oh, c'est peut-être justifié, puisque vous avez commencé par dire que ce n'est que justice pour eux. Donc, moi, je leur ai dit, mais si vous êtes qualifié pour les quarts de finale, vous vous formez, vous vous entraînez, vous allez jouer le match, vous décrochez la demi-finale. Vous applaudissez d'abord parce que vous avez gagné la demi-finale pour pouvoir aller en finale et gagner la coupe. Donc, c'est un... Parce que la petite différence déjà au niveau de la couleur de la peau, ça pose déjà problème. Ah, ils sont venus, c'est eux, ils veulent jouer à ceux qui viennent de là-bas, ainsi de suite. Même les investissements, parfois, ils sont bien animés de bonnes intentions, mais sur place ici, il n'y a pas la réceptivité qu'il faut. Je n'aime pas trop en parler, mais vous savez, il y a des communautés ici qui n'ont pas eu besoin de passer par une afro-descendance ou quoi que ce soit, qui tiennent l'économie. Vous voulez que je vous les cite? Allez-y. Vous les connaissez, je ne veux pas les stigmatiser. Qui tiennent l'économie et certains ont fini par avoir la nationalité béninoise parce qu'ils ont investi. Ils ont construit des supermarchés, vous voyez de qui je parle. Ils ont une bonne partie du commerce et de l'économie, surtout dans nos grandes villes. Si, l'économie obéit à des règles précises. Celui qui a les moyens d'investir, l'investit. Et s'il investit souvent les règles de l'État, l'État l'accompagne. Mais ici, je le dis, il s'agit d'une justice qu'on est en train de leur faire. Et je suis persuadé que ceux qui viendront, dans d'autres pays d'ailleurs, je le dis, en comparant au Ghana par exemple, on exige qu'ils investissent d'abord avant de leur accorder cette nationalité. La différence avec le Bénin, on n'exige ni séjour préliminaire, ni investissement. On leur reconnaît leur nationalité. Ainsi, j'insiste sur cet aspect-là. L'Assemblée nationale a tué le 10 janvier. Meksan Diago. L'Assemblée nationale a littéralement tué le 10 janvier. Monsieur Click, j'aime bien vos smash. Et moi, je suis un bon récepteur. On va parler de volleyball. Tout à l'heure, vous jouiez les footeux. Vous jouiez les footeux, maintenant c'est en volleyball. Vous savez, le sport nous donne tellement d'exemples de management et de vivre ensemble, de fair play, que je préfère ça. Ouais, on change les maillots. Dites-nous alors ce que vous avez fait de notre alors, il s'agit d'une loi qui a été votée parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, de sollicitations, notamment des dignitaires religieux. La seule journée de 10 janvier ne leur suffit pas. C'est une réalité de chez nous. Et là, nous devons saluer encore la cohérence du gouvernement. C'est une réalité de chez nous que on ne célèbre pas le vaudou en une seule journée. Il y a plusieurs journées de préparation. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et pour cela, le gouvernement a écouté ces dignitaires et chose inédite, c'est la veille de la fête qui est fériée. C'est bien de chez nous ça. Le 10 janvier désormais, où la fête du vaudou, comme on dit, se fêtera le deuxième vendredi du mois de janvier. C'est ça qui est fixé dans la loi qui a été votée. Et la loi dispose de ce que la veille, le jeudi, systématiquement, est férié. Ça permet aux dignitaires de préparer le jour de la fête. Et puis, comme ça tombe sur un vendredi, systématiquement, tout le week-end, les gens en profitent. Voilà. Oui, mais la fête du vaudou, telle qu'on on célébrait cela le 10 janvier, c'est à travers tout le pays. N'était-ce pas suffisant pour célébrer une valeur culturelle
avait-on besoin vraiment d'en faire une loi, de férier la veille, au point même de vouloir dénaturer un peu le 10 janvier tel qu'on l'a connu depuis? Non, non, il y a aucunement. Au contraire, on renforce. Parce que vous faites votre focus sur le 10 janvier. Le 10 janvier peut tomber sur n'importe quel jour. Ça tombe des fois sur un lundi, un mardi. C'est pour permettre que ce soit vécu de la manière la plus traditionnelle qu'on offre désormais à nos dignitaires de pouvoir le fêter le vendredi et en leur accordant de commencer le jeudi parce que le jeudi est férié. Et ceci sur toute l'étendue du territoire. Je n'ai pas encore rencontré un seul dignitaire qui ne soit pas content de cette disposition. Oui, moi j'ai lu, par contre, des dignitaires qui ont demandé si les députés savent ce que vendredi signifie pour certaines déités, certains compartiments du vaudou, si suffisamment les consultations ont été faites. Les grandes voix ne se sont pas élevées, je le reconnais, mais attention, il y a débat. J'ai un seul élément de réponse pour vous. Le 10 janvier prochain tombe sur un vendredi. On fait comment? Vous y répondez. Voilà. Donc, c'est des considérations. Depuis, et ça je peux vous le dire, depuis l'Assemblée, depuis le Parlement, j'ai appelé un des dignitaires vaudous de Ouida. Il doit se reconnaître. Connu. On va dire, mais au Bénin et au-delà. Et je lui ai posé la question. Il dit non. Étant donné que c'est une fête, hein, ce n'est pas une consultation particulière qu'un individu fait, qu'on peut mettre ça sur le 10 janvier, sur le vendredi. Et il a ajouté ceci, qu'avant cette loi, les initiateurs les ont consultés. Et que ce soit, si il peut arriver que des sacrifices ne puissent pas être faits. Justement, c'est le volet qui dérange. Les sacrifices qui ne sont pas propices au vendredi. On les fait la veille. Au cas où il n'y a pas de sacrifice, où il y a des sacrifices, on les fait le vendredi. Je vous dis que les initiateurs de la loi ont pris suffisamment de précautions. Et ceci, c'est pour que, sur toute l'étendue du territoire, la fête du vaudou soit célébrée et de manière, on va dire, ample, de manière qui met tout le monde à l'aise, hein, de manière rassurante pour tout le monde, et surtout de manière précise pour que les objectifs, parce qu'il y a beaucoup de libations, beaucoup de vœux, beaucoup de choses de chez nous qui se font, mais que tout cela, les gens se donnent le temps de le faire. Et que, pour faire le switch avec la loi précédente, et que ceux qui viennent célébrer ça avec nous aient le temps de bien le célébrer. S'ils doivent faire un voyage de je ne sais combien d'heures et de combien de millions pour une journée, ce n'est pas la même chose que s'ils ont... C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ils ont un jeudi, un vendredi, et pourquoi pas... Je ne comptabilise pas samedi, dimanche, mais vous savez que on peut le comptabiliser et dire que c'est 4 jours. Ce qui est sûr, la fête du vaudou, vous défendez que la loi n'a rien enlevé à cela, mais c'est beaucoup plus l'immersion entre la partie méridionale et le nord du Bénin, moi qui m'intéresse. Comment faire pour que lorsqu'on dit 10 janvier, même si ça se célèbre officiellement, disons à Ouida, que celui qui est à Malanville, celui qui est à Kérou là-bas, sente que c'est vraiment une fête nationale. Quelles sont les précautions prises à ce niveau pour véritablement impacter tout le territoire? La première des précautions, c'est que c'est férié sur toute l'étendue du territoire. Ça a toujours été le cas. Ça ne suffit pas. Ben, c'est une précaution. Vous êtes d'accord que si ce n'était pas férié partout, on ne pourrait même pas poser votre question. Deuxièmement, le 10 janvier a toujours été célébré partout. C'est vrai que dans sa démarche de bien faire les choses, et ça il faut le saluer, le président de la République et son gouvernement ont spécifié des fêtes, on va dire. Ils ont attribué de célébrer, que l'État prenne sur lui de célébrer certaines fêtes à des endroits donnés. C'est pour ça que vous avez dû remarquer que le 10 janvier passé, 2023, le Festival international de Porto-Novo n'a pas été célébré. Ce festival de Porto-Novo est reporté en début août désormais. Et c'est ça le festival des masques de Porto-Novo.
Vous avez suivi ça tout Mais dernièrement. Porto Novo dit qu'on lui a arraché son patrimoine municipal, qu'on est dans sa substance. dans sa substance. On a pris juste le dernier jour qui était un jour de déambulation de masques. On a pris que ça et que c'est le gouvernement qui s'en est occupé. Je considère que ce sont là des éléments d'amélioration du nouvel fait qui est installé et qui ira se parfaire chemin faisant. Si des acteurs n'ont pas été associés, mais c'est l'occasion Sinon, pour d'attirer l'attention de tout le monde. complet, Porto Novo pense qu'on a pris le programme du Festival international de Porto Novo, qu'on a amené à Vodun Days, on leur a empêché l'organisation dans la période et qu'ensuite on leur a jeté quelque chose à la figure en août. Vous êtes parfaitement dans votre rôle de journaliste. Vous ne voyez que le train qui est en retard, et nous on voit ceux qui viennent à l'heure aussi. C'est-à-dire que ce Vodou Days qui a été célébré, vous l'avez vu, je vous garantis que si nous réussissons deuxième, troisième édition, si vous ne réservez pas 6 mois à l'avance, vous ne pouvez pas aller à Ouida. Et c'est ça qu'il faut développer. Ah donc vous En les 10 ans. régerez totalement à Ouida finalement. Bien sûr, Vodou Days, c'est à Ouida. Et la fête c'est ça que je vous disais, la fête des masses, c'est à Porto Novo et la Gani à Niki. Ça n'empêche pas de célébrer le vaudou ailleurs. Ça n'empêche pas de faire beaucoup d'autres célébrations à Ouida ou ailleurs. Mais le gouvernement s'est engagé à professionnaliser ces fêtes. Et quand vous êtes touriste ou personnalité de quelque ordre que ce soit et que vous voulez venir au Bénin, vous savez que c'est à Niki qu'il faut aller faire la Gani. Vous savez que la Gani se fêtait partout à un moment donné et que le gouvernement était obligé, était sollicité. Maintenant, le gouvernement a pris sur lui en construisant le palais de l'empereur et l'arène de Niki. Le gouvernement veut spécialiser Niki à juste titre. Le vaudou... Mais la Gani n'est pas qu'à Niki. Ben voilà, le vaudou n'est pas qu'à Ouida. Niki dans le top et puis ça Oui, dans les partout. autres. Et je vous dis, à Danvier, à Porto Novo, le vendredi, le deuxième vendredi prochain, le vaudou se célébrera partout. Mais le vaudou Day se fera à Ouida et on en a 2 jours déjà. Donc, l'un dans l'autre, saluons la cohérence de ceux qui prennent la décision. Diego, dites-nous, est-ce qu'avec la dimension que prend aujourd'hui cette initiative à caractère national... Laquelle Oui, les Vodou Days, la fête du vaudou, tout ce que vous voulez, avec la loi qui a été votée, ça va attirer beaucoup de monde. Mais Ouida, dans son état aujourd'hui, est-ce que Ouida répondra ou répond à ces demandes d'hébergement, la gastronomie? Parce que quand on va à Ouida aujourd'hui, on ne va pas... Je vous le garantis, vous avez touché du doigt un point sensible et important. Ouida doit se donner les moyens d'être le bon réceptacle de cette fête-là. En attendant, toutes les routes qui donnent accès à Ouida sont bien faites et que les touristes peuvent, ceux qui ne trouveront pas de place à Ouida et environ, peuvent dormir à Grand Popo et venir, c'est à 30 minutes, à Cotonou et venir, c'est à 30 minutes. Mais je vous garantis que les infrastructures hôtelières qui se développent sur la plage pourront héberger une grande partie des touristes qui viennent. La dernière fois, il a fallu même créer un espace pour que les gens mettent des tentes. Et c'est ce que je dis par rapport à Porto Novo. Si nous attendons que tout soit parfait avant de démarrer, nous ne démarrerons jamais. L'essentiel à démarrer, c'est le Vodou Day et son programme. Et les événements autour aussi ont démarré. Maintenant, l'hébergement, la restauration, ce sont des aspects sur lesquels il faudra travailler. Et je vous l'accorde totalement. On va finir sur l'activité parlementaire récente avec les conditions de vie. Pour une fois, on parle de nous sur Zone Franche. Les conditions de vie des journalistes. Vous aussi, vous êtes apitoyé sur notre triste et lugubre sort. Vous avez une de ces manières de voir les choses, monsieur Clip. C'est ma loupe, vous me l'aviez reconnu tout à l'heure, Maxime. Ok, non, je me suis dit que vu la place qu'on donne à la communication en général, j'ai commencé par dire le jour là que dans les 5 besoins, quand on cite les 5 besoins, aujourd'hui il faut citer un besoin transversal qui est celui de communiquer. D'ailleurs, l'enfant quand il naît, il communique d'abord. C'est à travers les pleurs
ou l'absence de pleurs qu'on commence déjà par prendre des dispositions. Et les grandes écoles nous ont appris que tout communique. Alto, Salto et tout le reste que j'avais lu en tant que tout communique. Même le cadavre communique. L'autopsie permet de dire comment il est mort. Donc, la communication, elle est importante. Et vous faites un métier de communication, qui est un métier très important pour nous. Là, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est vous-même, qu'est-ce que vous en faites? Et le deuxième aspect, l'État, qu'est-ce que l'État et les partenaires en font? C'est vrai qu'il y a le fonds de développement des médias. Le FADEM non acté encore. Oui, oui, qui a ce fonds. Moi, mon intervention, c'est pour réclamer la mise en œuvre de ce fonds rapidement pour qu'on puisse accompagner les journalistes. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé dans l'emploi et quand on parle de métier, on parle des employés, on parle des conditions de vie et de travail et on parle d'arguments ou de conditions sociales, voilà. Est-ce que les journalistes sont déclarés? Et vous avez un syndicat, je crois, hein? Et quel est le rôle du syndicat? Quels sont les rôles des fêtières? Hein, que ce soit le patronat ou le syndicat, quels sont les rôles? Et vous avez l'ODEM. Hein, qu'est-ce que l'État fait et qu'est-ce que vous faites pour donner cette valeur à l'ODEM? Cet aspect, mais en tant qu'observateur, vous observez de loin tout ce qui se fait. Ces 8 dernières années, qu'est-ce que vous avez observé au niveau des médias béninois? C'est large comme question. Allez-y, prenez le bout qui vous convient le mieux. Non, je pense que c'est un secteur sensible, je l'ai dit, et important. Et il faut de la fierté, hein, et il faut aussi que ceux qui le font puissent être reconnus à leur juste valeur. Vous comprenez? Et je dis, il faut être... Il y a un parcours pour être journaliste. Alors, je reprécise ma question. Ces 8 dernières années, j'ai pris un repère. Les journalistes, l'exercice de la fonction, les relations entre journalistes et les pouvoirs publics et tout ça. Donnez-moi votre avis. Vous êtes sur zone franche, dites les choses aussi franchement qu'elles se présentent. Moi, je vous accorde de ceci que dans le fonctionnement, tout le monde doit se remettre en cause. Le politique, l'État, et sans oublier les journalistes. Chacun doit travailler à parfaire sa contribution. En tant que politique, je sais comment ça se passe, mais aussi en tant que journaliste, je ne vais pas en citer, mais il arrive qu'on dise, je vais lui faire ça, je vais lui régler ça, il m'a fait ci. Vous avez un mot magique qu'on appelle déontologie. Hein? Et est-ce que c'est toujours respecté? Première chose. Est-ce que les autorités politiques, elles-mêmes, n'en viennent pas à vous forcer la main? Deuxième chose. Est-ce que l'État ne vous a pas vous a donné tous les moyens? Parce que ne pas vous donner tous les moyens, c'est vous brider un peu. Troisième chose. Si c'est de ces choses-là, c'est de ces aspects que vous parlez, je dis chacun a un effort à faire. L'État en premier. Sinon, la léthargie dans laquelle nous sommes profiterait parce que, quand vous dites manque de déontologie, ceux qui manquent de scrupules et qui s'adonnent à cela vous expliquent que c'est parce que leurs entreprises de presse ne sont pas vitables et viables, surtout. Et quand vous nous avez traité tout à l'heure d'emploi, je me suis demandé si nous n'étions pas au-delà d'une corporation qui donne juste des emplois en tant que maillon d'édification de la démocratie. Forcément, je vais commencer par dire l'importance de la communication et des journalistes dans la consolidation de la démocratie. Je suis ici en train de parler de vaudouisme, de loi, etc. C'est grâce à vous. Si vous ne le transmettez pas, si vous ne le diffusez pas, personne ne le saura. Et c'est pour ça que je crois qu'il est arrivé qu'on vous a... D'ailleurs, on vous le dit, on vous dit que vous êtes le 4e pouvoir, c'est ça, hein? Voilà. Donc, toute cette importance vous est accordée. Et quand je dis l'importance vous est accordée, c'est à travers cette importance qui vous est accordée que chacun doit se déterminer. Quand je dis emploi, j'insiste là-dessus. C'est avant tout une entreprise, l'entreprise de presse, qui doit obéir à certaines règles de rentabilité de l'entreprise, de comportement de l'employé et des obligations des uns et des autres, du chef d'entreprise et de ceux qui travaillent dans l'entreprise.
Donc, les journalistes n'ont jamais été sous-estimés, tellement ils sont importants. Hein. Qu'on n'a rien fait pour eux en 8 ans. L'enfant pauvre de ce régime. Alors, est-ce que vous êtes fier de voir des journalistes qui quémandent pratiquement l'information? On ne livre pas l'information, les journalistes ont quelque peu la peur dans le ventre d'aborder des sujets aujourd'hui. On nous laisse parfois sur notre soif. Je prends un exemple, hein, la visite récente de la délégation nigérienne à Cotonou. On n'a pas eu la moindre information qui est fuitée même de, on n'a pas du été palais associé. de la Marina. On n'a pas été associé, ni image, ni information, ni déclaration, ni communiqué. Dans un pays comme le nôtre, comment veut-on dans ces conditions que les journalistes fassent bien leur travail, informent les populations? Vous parlez de gestion de l'information. Ouais. Ouais, si je sais que diffuser l'information va m'empêcher d'atteindre mon objectif, pourquoi je vous donnerai... On parle franchement, on est un sujet de France. Politique, là. Ouais, politique, économique et tout. Même dans l'économie, dans la concurrence des entreprises, on retient l'information des fois. Pourquoi vous accédez alors à la fonction qui vous impose de dire aux Béninois ce que vous faites de l'État pendant le temps qui vous est accordé? Il n'a pas été établi qu'on a refusé de dire. Mais on ne l'a pas diffusé dans le timing que vous souhaitez peut-être. Finalement, on n'a jamais diffusé. Ce sont les Nigériens qui nous ont donné les images de ces séances de travail de la délégation nigérienne. Sur ce cas particulier, je n'ai pas suivi forcément, mais je vous garantis que l'information se gère. Et vous le savez très bien. Même à l'Assemblée nationale, avant, on avait la possibilité d'envoyer des journalistes qui prennent les informations, enfin les images, suivaient les débats au niveau de l'hémicycle, faisaient des comptes rendus, chacun enfin chez lui, dans son organe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous convenez avec moi? Ben, tout à fait. Parce que de toute l'information, c'est le croustillant qui vous intéresse. Hein? C'est l'information. Oui, ben c'est l'information. Oui. Et si je pense que... ça n'a jamais tué personne depuis qu'on le faisait jusqu'à dernière législature. Vous avez dit que ça n'a jamais tué personne? Ça a tué qui n'a pas fait quoi et que nous avons... Donnez-nous des exemples, M. Diego. Ah non, je reviens même sur un fait que nous n'avons pas suffisamment salué. Je ne reviens pas là-dessus pour faire un débat. Mais la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est aujourd'hui dans les mains d'un journaliste qui a fait le parcours. C'est un pas majeur pour assainir le milieu et surtout donner aux journalistes la preuve de ce qui sont importants dans le système. Vivement. Nous avons passé la demi-heure de cette émission. On va parler politique. Dans la 5e circonscription électorale, niveau arrondissement, comment se passe la tournée gouvernementale de réédition de comptes? Avant de répondre, de rentrer dans ce sujet en particulier, je voudrais dire ceci, que le bilan n'est pas encore tiré. On n'a pas encore tous les aspects de cette tournée, tous les rapports ne sont pas rentrés. Donc, vous me permettrez de ne pas aller dans certains détails parce que je me dois de respecter l'autorité qui nous a mandatés pour que les dernières conclusions soient tirées avant qu'on ne puisse en parler. Oui, mais de l'étape communale. Vous êtes allé à l'étape arrondissement. Tout à fait. Quel est le message que vous êtes allé passer et comment? Au-delà de l'étape, avant même l'étape communale, ne vous a pas échappé que ça a commencé par une première étape à Cotonou, ici, au palais. Et quand on vous a rappelé les choses qu'on a faites, vous qui pourtant les avez faites? M'amuser. Non, moi je viens en tant que député et je viens suivre ce que le gouvernement a réalisé de la bouche de ceux qui l'ont réalisé. Il n'y a pas meilleur interlocuteur pour dire ce que le gouvernement a fait secteur par secteur, si ce n'est les ministres et le gouvernement et aussi son chef. Donc ça a commencé par Cotonou et vu les conclusions, il a été demandé de décentraliser ça dans les communes. Donc 79 réunions ont eu lieu dans les 77 communes. OK. Et les résultats, les conclusions sont portées à la haute autorité qui a commandé et ça a donné lieu aux 546 réunions qui ont eu lieu dans les arrondissements. Moi, il m'a été confié la responsabilité de conduire, de coordonner les personnalités politiques
de la 5e circonscription, de mon parti évidemment, dans la 5e circonscription. Vous savez que c'est les partis qui soutiennent le chef de l'État ont accompagné cette reddition de comptes gouvernementale, cette tournée gouvernementale. Parce qu'il faut parler au peuple. Mais le besoin s'est fait ressentir. Vous avez dit que vous n'avez pas l'information. Cette fois-ci, vous en avez à profusion. Le besoin s'est fait ressentir qu'il faut communiquer sur ce qu'on a fait. Et c'est basique. Ça nous a manqué, maintenant on le fait. Et c'est pour ça que tous les arrondissements ont été visités pour parler de ce qui a été réalisé. Mais au-delà de ça, la démarche en elle-même est inédite. Bien appréciée des populations que inédite? Oui. Inédite qu'un chef, un président de la République, envoie des délégations. Ce n'est pas un devoir? À défaut d'y aller. Une obligation? C'est pas une première au Bénin. Ce qui est inédit n'est pas le contraire d'une obligation. Je dis inédit. Ça veut dire que ça n'a jamais été fait. Donnez-moi un exemple où un chef d'État donne mandat à une délégation de ce niveau pour aller rencontrer les populations, y compris dans les arrondissements, pour leur dire, voilà ce que j'ai déjà fait. C'est une autre forme de propagande, Maître Sandiego. Voilà, je vous l'accorde. Voilà ce que nous avons déjà fait. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important. Et qu'est-ce qui reste d'autre à faire? J'ai encore 2 ans de mandat. En quoi moins de 2 ans. Oui, moins de 2 ans. D'accord. En quoi je peux rattraper? Alors, on vous retourne ces 2 questions. Qu'est-ce que les populations vous ont dit sur le terrain? Il faut avouer que tout le monde, y compris moi, avons été surpris du contenu de ce qui a été réalisé. J'avoue, vous avez raison. Pourquoi n'avoir pas communiqué depuis? Parce que je vous ai entendu dire ça une fois déjà à des personnalités politiques. Ben, maintenant, on communique sur ça. Notamment dans le secteur social, il y a beaucoup de réalisations. Si vous voulez, on va revenir là-dessus. Et les populations sont informées de ces réalisations. Et les populations, des fois, sont surprises. Certains sont surpris de ces réalisations, notamment les filets sociaux. Il y a un voisin qui est là et qui bénéficie. Et évidemment, si je reçois en tant qu'orpheline, ou si je suis veuve et que ma fille reçoit 600 francs par jour pour l'école, il ne me revient pas d'aller dire à tous les voisins, au fait. Et nous, on a les effectifs et c'est sur des choses comme ça qu'on a communiqué. Au niveau de la santé, comment on est passé d'un chiffre de... Je vais vous donner certains chiffres. D'abord, je vais parler du CHIC que vous connaissez, qui est une avancée majeure avec un plateau technique. Et pas seulement le centre hospitalier international de Calavi. Il y a dans chacun de nos centres, il y a un effort de mettre un plateau technique. Nous avons désormais notre IRM, nous avons 2 scanners qu'on a acquis, etc., etc. Et quand on parle de tout ça là aux populations, que ce soit l'électricité, comment ça a augmenté, que ce soit les écoles, la cantine scolaire, tiens, on est à 80% de couverture, etc., etc. Les gens se disent, ah, ils travaillent quand même pour nous. Première étape. Deuxième étape, quand on leur donne la parole, ils arrivent à reconnaître ce qui est bien fait, mais aussi à dire ce qu'ils devraient. Justement, c'est là que nous vous attendons. Que reproche-t-il? Qu'avez-vous à faire Qu'avez-vous à faire pour le peu de temps qui reste encore? Parce que votre succès en 2026 en dépend aussi. À qui le dites-vous? Oui. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes totalement conscients de ça. Alors, je voulais parler des équipes. Il y a des personnalités politiques, mais il y a les ministres. Ou, à défaut, leurs collaborateurs directs. Et il y a le bureau d'analyse et d'investigation du palais de la présidence qui nous suit. Et tout est documenté, chiffre à l'appui. J'aurais bien aimé, et peut-être que je vais solliciter ça, je vais recommander ça, qu'on réunisse les journalistes, hein, et qu'on leur fasse la présentation de ce qui se fait ici et là. Vous avez besoin de l'information, il faudra qu'on vous la donne. Alors, le fait que les populations apprécient à sa juste valeur cette démarche, et le fait qu'en même temps, ces populations fassent d'autres revendications est un élément de satisfaction pour moi. Celui qui reconnaît avoir eu de l'électricité demande la route, évidemment.
celui qui reconnaît qu'il y a davantage de villages qui sont couverts en adduction d'eau, demande l'électricité. Dans la 5e, quels sont les mots qui sont revenus fréquemment lorsque vous avez fait le tour, qui constituent des préoccupations non encore abordées par le pouvoir? Globalement, ça a rapport à l'électricité, l'eau et les routes. Et comme Les je gens vous l'ai n'ont pas dit, faim dans la 5e? comme je vous l'ai dit, tout le monde... Ils ne vous l'ont pas dit? Partout, on a eu ça. Hein. Les gens ont Vous, faim. vous étiez où? Oui, la vie est chère. Les gens ont faim. On n'a pas eu... Dans la les 5e produits sont- particulièrement, les gens sont rassasiés. La vie Ils est mangent à chère. satiété. Non, non, la vie On est va, chère. on La va- vie est on va chère. déménager alors de... Moi, j'ai fait la 8e, je suis maintenant à Cotonou. Non, non, Après, non, non, le 16e. non, vous avez raison. C'est des préoccupations aussi et qui sont qui reviennent. La vie est chère et on le explique. Vous savez les raisons pour lesquelles on Ukraine encore, toujours? Ou Covid, toujours? L'Ukraine a terminé sa guerre. Non, mais est-ce que c'est... Mais par contre, qu'est-ce que l'État fait parallèlement à cela? Quel renforcement, quel investissement l'État fait dans l'agriculture? Quelles sont les facilitations que l'État donne aux agriculteurs? Ils ont réclamé les marchés qui sont construits qu'on les inaugure. Vous avez vu ça commencer par être inauguré pour améliorer le commerce. Et il y a aussi des questions liées au foncier. Vous savez que quand l'État s'installe, les terres appartiennent à l'État, mais il y a des paysans de nos pays, de nos contrées qui les occupent. Donc voilà des préoccupations. Mais les préoccupations transversales, c'est ça, l'électricité. 8 minutes encore, Maxent Diego. 2 petites préoccupations à aborder en ce peu de temps. Des crispations totales à atteindre dans la brouille Bénin-Niger. Vous en dites quoi? Implication des anciens chefs d'État, visite de la délégation nigérienne, le léger silence depuis lors? J'ai écouté une vidéo ce matin et qui apparemment est du Niger. Et la priorité des priorités pour le Nigérien ou le président nigérien, c'est la sécurité. Et ça revient. On a beau parler, on a beau tendre la main, on a beau offrir notre disponibilité à discuter avec le Niger, ça revient. Vous avez parlé de tout ce que le président de la République a fait. Je ne vais pas revenir au début, on n'en est plus là. Mais la délégation du Niger qui est venue ici, mais j'ai l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Et vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce que le fonds de commerce du président nigérien, je le dis platement comme ça, c'est mon analyse, c'est la sécurité par rapport au Bénin. Aujourd'hui, la vidéo a encore titillé un peu le Nigeria. Vous savez, on a vu que les mendiants, la vie se complique au Niger, beaucoup plus pour nous. Des mendiants sont ramassés. Rapatriés dans le village. Dans le village. Ça a triplé sur Niamey. Mais à aucun moment, je ne vois les autorités nigériennes venir à la télé parler du développement économique. Ce sont leurs oignons. Oui, mais Tiani est sorti. Tiani est sorti. C'est pas la relation avec le Bénin. Et quand il manque de maïs, ça fait aussi nos oignons. Alors Tiani a fait le point récemment. En disant quoi? Oui, ce qui est fait en un an, après la prise de pouvoir, oui. Les efforts qu'ils ont fait pour sécuriser le territoire, l'acquisition des armes, et ils ont promis maintenant des programmes de logement. Oui, donc on est dans non, ce qu'il faut dire, la capacité économique. Ce qu'il faut dire par rapport au Niger, je pense que nous sommes un bouc émissaire. Nous sommes le parfait bouc émissaire pour le Niger, pour que le président ou le gouvernement en place se mette en place. Ils viennent de mettre en place un projet de train au nord du Nigeria à destination du Niger. Là-bas, ils n'ont pas besoin de bouc émissaire? Vous avez dit ils viennent de mettre en place. Les projets, on peut les concevoir. Je vous dis, la vidéo d'aujourd'hui a encore titillé le Nigeria. Il faut que à chaque fois, le gouvernement puisse démontrer aux citoyens nigériens, vous êtes en insécurité et moi, je suis là pour vous protéger. C'est le fonds de commerce, malheureusement. Sinon, en tant que Béninois, dites-moi,
le Bénin n'a-t-il pas fait suffisamment de progrès, d'avancées en la matière pour qu'enfin, qu'on sente des avancées? Tout ce qu'on a bloqué à un moment donné, on a tout accordé. Ben, vous voyez venir l'ouverture des frontières? Moi, je m'attendais à ce que ce soit fait depuis qu'une délégation, celle dont vous parliez, était passée par ici. Je suis surpris que cela n'a pas encore été fait. Alors, plus rien ne me surprendra des Nigériens. Demain, ils viendront dire encore que le Bénin a encore, je sais pas, ils trouveront une autre raison pour nous accuser et on ne pourra pas, parce que c'est un débat. Est-ce que c'est pas un peu un débat de sourds là? Maxime Diego, on est toujours à les chiffres de 2-3% de chômage au Bénin. Vous n'êtes plus en poste pour le dire, mais depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on nous chante. Les jeunes Béninois, ça aussi, eux aussi, vous leur avez fait beaucoup de choses. Les startups créées, éteintes en 2 ans, tout ce qu'on voit là. Employabilité au Bénin, en quelques mots. Non, je dois dire que je reste admiratif de ce qui se fait dans le secteur de l'emploi au Bénin. Je salue tous les efforts qui sont faits parce que il n'est pas évident de le faire. Alors, vous avez parlé de pourcentage de chômage, mais on en parle de manière redondante même des fois, parce que quand on définit le chômage tel que le veut le BIT, aucun pays de l'Afrique au sud du Sahara ne peut dépasser 5%. Mais ceci est compensé par une réalité un peu plus palpable, plus visible, qui est le sous-emploi, et qui va jusqu'à 70% des fois. Il faut faire la part des choses entre les deux. Et le sous-emploi, c'est l'ingénieur, un diplômé, qui est maître d'études ou qui est étudiant, et il n'a pas 0 revenu. Alors que pour être chômeur, il faut avoir 0 revenu, et avec certaines conditions. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, il ne faut pas se focaliser sur les chiffres. Vous savez, quand on dit qu'on a la fièvre, que ce soit en Celsius ou en, comment il s'appelle, Fahrenheit, ce n'est pas les mêmes chiffres. Mais on a la fièvre. Donc, occupons-nous du sujet et de la réalité qu'il faut trouver de l'emploi aux jeunes. Donc, les former et leur trouver des initiatives de renforcement de capacité et d'insertion dans le tissu. J'ai remarqué que dans le tissu économique. L'entrepreneuriat prend une certaine proportion aujourd'hui. Beaucoup de jeunes s'investissent dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous sentez l'accompagnement de l'État? Pourquoi pas? Il faut savoir déjà que c'est établi, et un taux de mortalité élevé pour tous les primo-créateurs d'entreprises dans les 3 premières années, qui peut aller dans l'ordre de 110%. Mais aujourd'hui, l'État a créé plusieurs dispositifs, dont je vais vous citer un, le PSIE, qui accompagne les entreprises à avoir du personnel, à avoir des ressources humaines de qualité et à les faire fonctionner pendant 1 ou 2 ans. Les mêmes projets existaient quand, dans un passé récent, j'étais DG NPE, mais aujourd'hui, je reconnais que c'est plus affiné. Vous savez que le jeune qui a Bac plus 3 peut gagner jusqu'à 175 000 net d'impôts aujourd'hui pour démarrer dans une nouvelle entreprise. Et tout ça, c'est à la charge de l'État avec le paiement des traitements sociaux, de tout ce qui est social, à la caisse, etc., etc. Vous comprenez que l'État a mis en place un dispositif assez important pour accompagner les entreprises. Et si au PSI, vous permettez, j'ai noté que depuis que le programme est créé, 1500 entreprises ont été créées et plus de 4000 jeunes en sont bénéficiaires. Voilà un pan. L'autre pan, c'est le projet qu'on appelle Azoli, pour ceux qui n'ont pas atteint un certain niveau d'études. Et puis, je ne terminerai pas sans vous parler de Glodjibé. Actuellement, donc, tout va bien. Actuellement, vous avez 12, mais tout ne va pas bien. Aucun pays n'a réussi à régler à 100% le problème de l'emploi, mais tous les pays s'échinent. Et le nôtre, on peut le lui accorder, faire des efforts pour gagner sur ce terrain. À Glodjibé, vous avez 12 000 jeunes qui travaillent là-bas, et le projet est au tiers de son développement. Quand le projet va finir, vous aurez près de 240 000 emplois. À la date d'aujourd'hui, c'est 13% de la production du coton béninois qui est transformé. Il y a de la marge.
Comment expliquez-vous les plaintes récurrentes là? On dit ça ne va pas, c'est un peu dur, c'est si. Comment vous l'expliquez? De votre position de spécialiste des questions d'emploi, de votre position de politique et tout, pourquoi on entend souvent, avec tous ces efforts que vous venez d'énumérer, on entend toujours dire ben, ça ne va pas, l'argent ne circule pas, c'est dû au pays. Comment vous l'expliquez? Pour l'argent ne circule pas, on le sait. Donc, on ne va pas trop s'en tenir à ça, mais l'autre... mais c'est ça, je vous disais, étant donné que la démographie augmente, étant donné que les conditions, les ressources, notamment d'un État, ne s'élargissent pas, étant donné que d'autres mesures exogènes, M. Cliquant va accepter que je parle encore de la guerre en Ukraine, étant donné il y a beaucoup d'éléments qui font que on ne peut pas maîtriser l'équilibre qu'on aurait souhaité. Ce qu'il faut à chaque fois, parce que les plaintes que vous avez, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. C'est des plaintes qu'on a toujours eues face à tous les gouvernements. Ce qui est important pour moi, c'est l'effort que chaque gouvernement fait, hein, en particulier, et quels sont les éléments spécifiques que le gouvernement met en œuvre pour pouvoir adresser ces problèmes-là qui sont récurrents. Maxence Diego, vous êtes député Union progressiste, le renouveau à l'Assemblée nationale. Vous avez accepté de passer sur ce plateau de Zone Franche pour nous éclairer sur plusieurs sujets d'intérêt national. Nous avons parlé de l'interpellation de frère Rouvi qui tient le haut du pavé actuellement. Nous avons parlé employabilité. Nous avons parlé également de tout ce que vous avez fait à l'Assemblée nationale ces derniers mois. Vous nous avez parlé également des projets que le gouvernement met en œuvre pour sortir les jeunes de la précarité. Maxence Diego, merci pour ce temps consacré. C'est à moi de vous remercier. Quand on est dans son fauteuil et qu'on vous suit, quand on entend l'invité dire c'est déjà fini, on se dit bon, est-ce que c'est une blague? Mais vraiment, je suis dans cette position. Je dis, j'ai pas l'impression d'avoir fouillé tous les sujets. Oui. Peut-être qu'on en a mis beaucoup. Preuve en est qu'il y a beaucoup de sujets qui foisonnent. Mais je voudrais vous dire que j'ai été heureux et content. J'espère avoir un tant soit peu contribué à ce que vous puissiez informer vos téléspectateurs. J'espère pouvoir revenir plus tôt que prévu pour qu'on aborde certains sujets si vous avez l'impression qu'on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Je vous remercie de m'avoir invité. Ce sera avec plaisir. Merci William, merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se reprend dimanche prochain.